30 ans. Parler de mort avec lui, ça a été parler, entre autres, de transmission, de tâtonnement et d'écriture, activité qu'il pratique avec passion. Au fur et à mesure, il s'est dessiné un chemin de résilience que je vous laisse maintenant découvrir. Bienvenue sur Memento Mori. Alors le moment en particulier où j'ai pris conscience de la mort, en fait, je pense que c'était enfant. Je pense que c'est un peu lié au fait de la maladie que j'avais eue quand je suis né. Enfin, je suis né avec une malformation cardiaque. Et du coup, j'ai été opéré à 9 jours, bon ça je m'en souviens pas. Et après j'ai été réopéré à l'âge d'environ 4 ans. Donc j'ai été pas mal... cette période-là, j'ai des souvenirs pas mal d'hôpitaux, de choses comme ça, de visites chez des docteurs, des cardiologues, c'était pareil, très abstrait pour moi. Je comprenais pas trop. On essayait de m'expliquer ce que j'avais, mais moi quand j'étais très petit, je savais qu'il y avait un peu, si je peux me permettre, une couille dans le potage, mais ça restait quand même abstrait, c'était pas un truc genre la mort, machin, et je vais mourir ou quelque chose comme ça. Là où peut-être j'en ai plus pris conscience, c'est quand justement, le jour où je me suis fait opérer, en fait, il y avait un autre gamin avec moi, avec ses parents, qui, si j'ai bien compris, avait un peu le même problème que moi. Mais j'ai compris plus tard, donc c'était quand même plus grave pour lui. J'étais devenu à moi un peu, on attendait beaucoup, en fait, il y avait une sorte de petite salle de jeu pour les gosses à côté des trucs, là, enfin à côté des chambres et tout. Il y avait des bandes dessinées, ça je me souviens que son père il me lisait des fois les Schtroumpfs, il y avait des trucs de Schtroumpfs, des détails comme ça. Et j'étais devenu un peu copain avec lui, comme son de petit garçon de 4-5 ans qui s'ennuie dans un truc comme du coup il devient copain. Et en fait, à la fin de mon séjour à l'hôpital, du coup, enfin à la clinique, du coup, je le cherchais en fait. Il s'appelait Vincent, je me souviens, il s'appelait Vincent. Et je cherchais, je demandais à mes parents, il est où ? Enfin voilà, je le retrouvais plus, et je ne retrouvais plus ses parents, son père aussi. J'ai un peu une intuition qu'il y avait un truc pas cool qui était arrivé à Vincent, si j'ose dire, quoi. Après, j'ai appris plus tard, je pense qu'il n'avait pas survécu à son opération. C'était la peur de pas me rendre compte de mourir, c'était plus un truc comme ça. Je sais pas, c'est le cas de pas mal de gens qui font des crises d'angoisse, tout ça, c'est la peur de mourir dans son sommeil en fait. Ça je l'avais beaucoup, pendant une période assez courte. Et puis le truc un peu nul, je sais pas, moi j'avais toujours un peu, des fois des images, ça me fait rire après coup parce que c'est ridicule. Je trouvais ça nul en fait, tu meurs dans ton sommeil. Et je sais pas, il y a tes parents ou tes amis ou ton coloc qui ouvre et il te voit mort en fait dans le lit, quoi. Ça me paraissait toujours très comique, en fait, enfin très ridicule et vraiment une mort nulle, quoi. C'était difficile d'accepter que en fait, oui, la vie est une lente, on pourrait dire c'est une descente, mais maintenant en fait c'est paraît négatif, mais pour moi c'est plus négatif, quoi. C'est une longue évolution vers la fin, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Mais en fait, c'est très indissociable du mental, en fait. C'est aussi beaucoup de projections qu'on se fait mentalement quand on se sent dépérir un peu physiquement. Dépérir, c'est un peu fort quand même. Je parle comme si j'avais 80 balais, mais... Qu'est-ce qui paraît dépérir chez toi ? Les premiers signes, je sais pas, l'énergie, ou même des fois des réflexions, quand on sent des fois qu'on a des réflexions de vieux, un peu de trucs... ça arrive par exemple avec des gens qu'on connaît, ou quand on se rend compte que cette personne se ferme et se diminue mentalement en fait. Finalement avec l'âge, c'est comme si on percevait moins de subtilité aussi aux choses, quoi, moins de nuances, on simplifiait un peu sa perception. Ça peut paraître très, pas pessimiste, mais très, je sais pas, noir en tout cas, comme de dire que la vie est une mort lente, mais quand on accepte un peu une certaine idée de ça, oui, la mort elle est un peu tout le temps là en fait, mais ça va,
la vie est une série de fins en fait, et même par rapport à l'écriture, par rapport à l'écriture ou la création en général, ou même les gens qui ont un travail et qui ont envie qui ont des ambitions ou des choses comme ça, c'est une série d'échecs aussi et de fins. Et les premières années où ces choses-là arrivent, c'est dur. On se dit merde, c'est pas ça, enfin on n'arrive pas à accepter. Mais en fait, c'est une série d'échecs et de fins qui à chaque fois nous font évoluer et nous font enlever tous ces filtres, justement, peut-être un peu des résidus d'adolescence qui sont un peu. À l'adolescence, on a l'impression qu'on va tout réussir et qu'on va tout exploser, quoi, en fait, qu'on va arriver en fait dans le monde et ça va être génial et on va être un roi, quoi, ou une reine, ou voilà, on va tout détruire sur son passage, il y a un truc comme ça un peu. Et en fait, ça marche pas comme ça. Je pense quand même qu'il y a souvent mon esprit un peu pragmatique qui revient en me disant qu'il n'y a plus rien. Et c'est pas un truc forcément qui me déprime. Je trouve ça même pas mal, en fait, c'est bon, quoi. Bah, c'est pour ça que cet être avec l'âge, je sens plus une envie de donner une sorte de sens aussi. Ça peut être beau, quoi, en fait, la mort, ça peut être aussi quelque chose. Quand on a donné du sens à sa vie, ça. Je me dis, le plus important, c'est la transmission. C'est pas la transmission forcément par un enfant ou quelque chose comme ça, ou par quelque chose qu'on laisse, un objet, ou c'est très vague, mais c'est très vaste aussi. Ah, toi qui écris, du coup, c'est aussi une transmission par les... Enfin, tu le vois comme ça. Ouais, c'est ça. En plus, je trouve que oui, dans l'écriture, il y a quelque chose un petit peu d'ultime. Quand on lit, on est au plus près de quelqu'un, en fait. Et c'est encore plus beau quand on lit, parce qu'on est au plus près d'un inconnu, qui est mort peut-être depuis des siècles, ou qui est à l'autre bout du monde, et qui n'est pas du tout dans la même culture que la nôtre, etc. Donc, pour moi, c'est vrai que l'écriture, ça a un caractère assez ultime, quoi. Et quand bien même il y aurait De Clampin, des années plus tard, qui lirait ça, en fait, ça suffit, quoi. C'est déjà une transmission, c'est déjà... On fait un peu ça pour soi aussi, tout ça, au départ, mais... Finalement, quand on fait les choses pour soi, en étant responsable de soi, en fait, on finit par transmettre quelque chose, quoi. Ça veut pas dire de s'en foutre des autres, quoi. Et pour toi, être responsable de soi, ça passe par quoi? Ça passe par la recherche de soi, en fait, et ça passe d'ailleurs sur ce qu'on disait après la mort, c'est la recherche de soi aussi. Pour certaines personnes, la religion, c'est chercher en soi. C'est pas... certains, voilà, un peu anti-religieux, sortent souvent le truc que c'est tourner vers quelque chose d'imaginaire, que c'est complètement... c'est inutile, quoi, d'être tourné vers un truc imaginaire, mais souvent, en fait, les gens qui sont en prière, donc ils recherchent en eux-mêmes, en fait, une force. Toi, du coup, tu t'étais intéressé à un cheminement spirituel, religieux? Plus au départ un peu par envie de découvrir culturellement, en fait, des choses que... Par l'intérêt aussi, par exemple, de l'écriture, quand on lit certains livres, il y a des références à ça, quand il y a... C'est une sorte de mythologie aussi, la Bible, tout ça, donc ça a infusé aussi beaucoup dans nos histoires actuelles. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant de lire tout ça, parce que on comprend mieux d'où viennent les symboles et les figures, parce que ça revient, et qu'on est culturellement encore pas mal imprégné de ça, donc ça m'intéresse, et au fur et à mesure, ça me nourrit quand même, parce que je le comprends mieux, en fait. Je suis beaucoup plus compréhensif vis-à-vis des croyants et des gens même très croyants. Des fois, je vois, on peut critiquer ce qu'on veut, de la manière dont la religion est institutionnalisée, des trucs comme ça. Bien sûr, ça c'est très... Voilà, mais je parle pas de ça, c'est vraiment... je comprends qu'on soit croyant d'une religion avec des règles très précises et... des choses à suivre, des rituels. Et puis c'est une forme de transmission aussi. Vu que là, les grandes religions, celles qui sont les plus répandues, on va dire, sont
sont basés sur l'idée de la famille quand même. C'est la transmission aussi, c'est basé sur ça. Et on les transmet, voilà, les parents, avec par des rituels, des fêtes, des choses, des passages. Comme c'est des religions qui ont souvent été fondées à des époques où les êtres humains vivaient essentiellement dans la nature, je trouve que on garde un contact avec la terre en fait. Il y a un truc indirectement en fait, par les rites, par des choses comme ça, avec la terre, le monde animal et des choses comme ça. Voilà, je sais que c'est pas très vegan friendly, mais c'est l'animal qu'on va manger spécifiquement à telle festivité, telle fête, tel truc, c'est l'arbre qu'on doit couper ou qu'on doit mettre. C'est plein de petits éléments en fait. C'est comme si on était dans la continuité d'une histoire, une certaine perception mystique de la vie. C'est encore une sorte de cordon avec la terre et donc avec le temps, parce que le temps n'est pas le même quand on est beaucoup plus relié à la terre en tant que nature et des choses comme ça. Ta grand-mère est décédée. Toi, comment t'as fait ton deuil? C'était vraiment des souvenirs qui revenaient, des détails, en fait, beaucoup de détails. En fait, c'est marrant quand on perd en fait, un proche, quelqu'un de la famille, c'est qu'on s'attache énormément tout d'un coup à des détails qu'on avait totalement enfouis quelque part. C'est comme si on revenait à un truc de l'enfance qui est de la sensibilité accrue, une acuité sensible qui redevient énorme en fait. J'ai pas eu le truc de je veux garder un objet d'elle ou quelque chose comme ça. Mais je repense à un truc, il y avait cet objet, je sais pas, ce bol, cette tasse. Des fois ça va être juste un matin, machin, tout d'un coup il y a l'automne et puis il y a une odeur d'arbre et des trucs comme ça, et puis on repense à ça. Quand on jouait au pied d'un arbre, il y avait ma grand-mère qui faisait ça, on jouait à ça, je sais pas, il y avait tout d'un coup une scène, quoi, quelque chose qui revient. Du coup, ce que j'aime bien, c'est que ça revient comme ça de manière inattendue, quoi. La mort est utile. On peut enfin, est-ce que la vie c'est utile déjà, quoi. C'est pour ça que la mort nous rappelle, enfin, l'idée que la conscience de la mort quand même nous dit que justement il faut. J'aime pas trop le mot utile, mais lui donner un sens, donner un truc qui fasse sens pour soi avant tout. Une vie pleine de sens, c'est une vie où on a l'impression d'avoir puisé le plus possible en soi en fait. D'avoir cherché le plus possible en soi et d'en avoir sorti parfois des choses. En vrai, il y a des choses totalement insoupçonnables qu'on peut sortir de soi. Des aspects, des facettes de nous-mêmes qu'on ne connaît même pas. Et je pense qu'une vie qui a été bien remplie, d'ailleurs, c'est pas forcément une vie où on a été voyagé partout et on a fait des trucs de fou et tout. C'est pas forcément ça d'ailleurs, mais c'est une vie où on a eu l'impression, la satisfaction d'avoir puisé le plus possible dans ses ressources, spirituelles, intellectuelles, psychiques, je sais pas comment on peut dire, quoi, mais ou physiques aussi, selon les gens. C'est pas quelqu'un qui a un plan, hein, forcément. Ça peut même être l'inverse. Il y a des gens qui ont un plan, tant mieux pour eux. Bon, moi je crois que de toute façon le plan il tient jamais comme prévu, enfin il se fait jamais comme prévu, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui trouvent de suite aussi, enfin très rapidement, une sorte de sens et de trucs et ils vont à fond dans ça et c'est très bien. Puis il y en a d'autres pour qui la vie est juste une série d'étapes différentes. C'est ce que tu ressens, toi? Depuis pas longtemps, c'est ce que je ressens. Ouais. Est-ce que ça va continuer ainsi? Je ne sais pas, mais depuis pas longtemps, ouais. Mais justement, c'est des gens qui savent être très inconscients et très basés sur des élans physiques aussi, de je vais faire ça, ah bon, je vais plutôt faire ça aussi. Puis pareil de l'extérieur, on va dire, bon, c'est des gens qui se cherchent, qui sont jamais. Mais en même temps, c'est bien, je trouve. Enfin, je veux dire, c'est ni bien ni mal, en fait, c'est la vie, quoi.
déjà eu des idées très noires, oui, en effet, mais c'est lié directement à la perte du sommeil, des choses comme ça, où on perd des repères, on perd des trucs. Et j'ai jamais eu de fait de tentative de suicide ou des trucs comme ça, mais vraiment des trucs où on n'est pas loin quand même, on se dit, on aimerait bien que ça s'arrête, quoi, tout ça, quoi. C'était des périodes de crise très courtes, en fait, des trucs très très courts, très aigus, qui sont retombés aussitôt. Moi, ce qui m'a fait ces périodes où je pensais vraiment au suicide, c'est que j'avais des sortes de gros problèmes qui sont en train d'être corrigés depuis. Des problèmes en fait physiques, de mal de dos, tout ça, qui sont liés à une malformation qui peut être liée à la malformation que j'avais à la naissance cardiaque. Un problème à la mâchoire en fait. C'est le syndrome de Costen, ça s'appelle. Et j'avais un craquement de la mâchoire qui a commencé vers 18 ans à peu près. Et là en fait en me levant, le matin quand je dormais, j'ai commencé à avoir des gros mal de dos, mais des trucs aigus, de me sentir très raide. Et j'ai mis à peu près 6 ou 7 ans à découvrir que ça venait de ça. Et pendant des années j'étais comme ça vraiment. Je pense d'ailleurs que beaucoup de mes crises d'angoisse étaient liées à ça, c'est-à-dire que là, je n'arrivais plus à respirer, des choses comme ça. Ça venait beaucoup d'un mal aussi physique. C'est pour ça que j'ai tendance de plus en plus à ne plus dissocier d'ailleurs les deux, parce que c'est souvent très lié. Et donc et ça c'est lié pas mal à la période où j'avais peur de mourir aussi dans mon sommeil. Et ça a été en plein pic de ces périodes-là où c'est-à-dire que c'est très bizarre parce que tu te sens en fait très fonctionnel physiquement, mais t'as constamment mal, une sorte de mal sourd au dos, où ça peut se manifester d'autres manières. Pendant longtemps, je m'étais un peu auto-diagnostiqué fibromyalgique parce que je ressentais les symptômes. Souvent, les gens qui décrivent leur fibromyalgie, c'est des gens par exemple qui ont 30 ans, 20, 30 ans, et ils disent j'ai l'impression d'être dans le corps d'un homme de 80 ans ou d'une femme. Et moi je ressentais ça en fait, c'est-à-dire de l'extérieur, ça se voit pas en fait. Mais moi, comme je le ressentais, je me sentais très vieux quoi. Et c'était dur même par rapport aux gens, aux amis et tout ça, les gens comprenaient putain t'as l'air de... Tu dors jusqu'à midi ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que je dormais jusqu'à midi parce que j'essayais de dormir quoi. Ou alors que parce que des fois, je me levais le matin, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. J'étais déjà épuisé en fait. Alors que j'étais couché, quoi. Il faisait rien. Quoi. Aucun médecin t'a dit. Personne. J'ai fait des scanners, des machins, tout ça. Il y a rien. Tout allait bien, même le dos. Enfin, aucun problème, aucune malformation au niveau du dos, tout ça, parce que ça se manifeste beaucoup. Ouais, la mâchoire en fait influe sur tout le corps. C'est quelque chose que finalement je savais pas trop, qui est assez fou, quoi. Ça influe sur plein de choses, sur la respiration et tout ça. En plus, c'est pire quand t'es jeune, voilà, parce qu'on te prend pas au sérieux. En plus, quand tu commences à dire je suis sans emploi ou des trucs comme ça, faut se bouger un peu, faut faire du sport. J'étais allé voir, je sais pas, une série de. Bon, au début, j'avais essayé un peu les ostéopathes, tout ça. C'est vrai qu'en effet, ça faisait un petit effet pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis basta, quoi. Un rhumatologue, là j'avais fait un scanner, un IRM, un truc un peu plus poussé, ils avaient rien trouvé. Pareil, on avait sorti à la fin, bon, vous êtes jeune. Un peu de sport, tout ça. Du coup, j'ai trouvé, moi c'est vraiment par moi-même, par des forums en fait, même pas par des sites de médecine, genre des trucs, des forums de gens. Et je remarque le type, il dit alors moi j'ai ça, problème de dos, ah mais il a les mêmes trucs que moi. Et ouais, en cherchant en fait, je me suis dit ah mais en fait c'est peut-être ça. Et je suis allé voir du coup un stomatologue et il m'a dit ouais vous avez ça. Ça ne se soigne pas en fait. Mais ça se... comment dire, ça se maintient, enfin ça, il faut empêcher, parce que justement j'avais pas de douleur au niveau de la mâchoire. Il me disait si vous êtes au stade de la douleur, là c'est fini quoi. Soit c'est une opération extrêmement lourde, extrêmement périlleuse et sans garantie, soit, je crois que c'est ça en tout cas, j'ai pas envie de dire de bêtises, soit c'est inopérable et tu passes ton temps sous morphine, sous calmant, un truc comme ça. Donc moi en l'occurrence j'étais loin d'être à ce stade-là. Et il faut juste empêcher d'aller à ce stade-là. Et du coup, c'est juste une gouttière que tu portes la nuit, comme un appareil pour les gosses, là, pour les trucs. Donc au final, je dis pas que là maintenant c'est parfait. D'ailleurs, il m'a dit ça va prendre du temps. Avant c'est un truc qui maintient plus et qui remet peu à peu dans une bonne forme
pour le coup, ça m'a fait de l'effet. Je commençais à me sentir vraiment mieux, quoi. Et j'ai eu l'impression un peu de revivre. Alors du coup, une ou des œuvres qui m'auraient marqué et qui m'auraient interrogé un peu sur la mort, tout ça, oui, il y a un livre que j'ai lu récemment qui est Le Feu Follet de Drieux-La Rochelle. Et ça m'a particulièrement parlé parce que ça parle d'un homme de 30 ans qui qui arrive à une impasse dans sa vie, en fait, qui n'a jamais trop rien fait de sa vie, qui en plus, ça parle pas mal d'addiction aussi à la drogue, je crois que c'est l'héroïne dans le roman. Il va s'accorder une sorte de dernier week-end, je crois, dernière journée, soirée, de défonce, de trucs totalement... et il va revoir tous ses amis, en fait, ses amis de jeunesse et tout ça, et, qui vont eux essayer de le convaincre de se... Il va dire à chaque fois, je vais me tuer, il va leur dire, et eux essayer de les convaincre de s'accrocher à la vie, enfin voilà, qu'il y a des choses. Alors du coup, il y a l'ancien ami, très, très bon ami, qui maintenant s'est casé avec une famille, qui est professeur, je crois, d'histoire, tout ça, qui fait ces petits trucs. Voilà, la vie c'est ça et tout ça. En fait, c'est une sorte d'homme qui est justement resté adolescent, dans ce truc d'absolu, de l'adolescence, qui est resté coincé dans ça et qui ne voit plus, qui se retrouve dans une impasse, en fait. Je trouve le livre est très bon, en plus la langue y est très belle, quoi. C'est très, c'est très sombre et en même temps très beau, en fait. Et à la fin, il se tue, quoi. C'est l'inéluctable. C'est quelqu'un qui, comme il dit dans le livre, qui n'a jamais de prise sur les choses, qui n'arrive pas à prendre les gens, c'est comme s'il n'avait plus justement ce truc du contrôle, quoi, de contrôler les gens autour de lui, les amours aussi. Et ça, donc, ce livre t'a parlé parce qu'il résonnait en toi pour des raisons personnelles? Oui, en fait, c'était un peu des interrogations d'ailleurs très pragmatiques, l'impression de ne pas avoir d'avenir trop professionnel, d'approcher des 30 ans et de ne pas avoir trop de situations, de ne pas aussi de pas être en couple, en ménage, avec un logement, enfin un truc, être prêt presque à fonder une famille, quelque chose comme ça, d'avoir cette impression de ne rien construire, du coup d'être encore un peu dans l'adolescence, parce qu'on a encore l'impression d'être un être un peu ballotté d'un point à un autre, de ne rien contrôler finalement. Donc ça m'avait marqué. Et en même temps ça m'avait apaisé par rapport à ça. Pourquoi ça t'avait apaisé du coup? Ça m'a fait l'effet ce livre d'une catharsis, quoi, des trucs, tout d'un coup je mettais des mots sur quelque chose que j'avais ressenti et c'est comme si pas que je m'étais débarrassé de ça, mais que en quelque sorte oui, je m'étais allégé, quoi. Ça aplanissait les choses et finalement je me suis dit que c'était aussi une étape que j'allais traverser, que ça allait passer en quelque sorte, ça allait amener vers autre chose, quoi. Quand je serai mort, qu'est-ce que je pense qu'il me manquera dans la vie? Qu'est-ce qui me manquera? Ouais, c'est un peu... peut-être un peu cucu comme réponse, mais c'est l'amour de manière générale. L'amour, que ce soit l'amour de quelqu'un amoureux ou des amis ou de la famille, quoi. C'est ça, je pense.